Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Il y a 62 ans, les troupes du Viet Minh l'emportaient sur le camp retranché français à Dien Bien Phu, 8 ans après le début de la guerre d'Indochine. Aujourd'hui, il reste peu de traces de cette bataille historique qui a marqué la fin de la présence coloniale française en Indochine. La crise pétrolière fait perdre des milliards de dollars de revenus aux pays du Golfe, désormais obligés de faire des économies et de trouver de nouveaux revenus. Une cure d'austérité au risque de se mettre à dos la population. Sur fond de lutte contre la pollution, Pékin réduit progressivement sa dépendance au charbon. Un coup de tonnerre à Tandong, surnommé la capitale du charbon. Ici, les mines sont le principal employeur de la ville et sans elles, l'économie locale s'effondre. En Afrique du Sud, 2 décennies après la fin du régime d'apartheid, la majorité des terres agricoles fertiles reste la propriété d'une minorité blanche. À 4 mois des élections locales, les autorités annoncent de nouvelles lois pour accélérer la redistribution des terres. Dans le sud-ouest de la France, le fleuve Charente abrite des trésors de la nature. Ce soir, dans Code 24, nous irons à la rencontre des pêcheurs, scientifiques et ornithologues qui étudient la faune aquatique ou terrestre de cette rivière paisible. Plus de 60 ans après la fin de la guerre d'Indochine, le champ de bataille de Dien Bien Phu a laissé place à une ville importante. Il reste peu de traces de cette bataille historique qui a vu la victoire des soldats d'Ho Chi Minh sur l'armée française et au cours de laquelle des milliers de soldats des 2 camps sont tombés. Les vétérans de la guerre s'éteignent peu à peu et la jeunesse vietnamienne se soucie peu du passé, malgré les efforts du gouvernement pour glorifier ces temps héroïques. Le reportage de Cyril Payen. Un voyage initiatique à Dien Bien Phu, à la recherche du temps perdu. Un Français vient ici rebrousser le chemin de l'histoire. Il y a plus d'un demi-siècle, le destin des 2 pays s'est scindé, ici même, dans les larmes et dans le sang. C'est dans ces collines et cette plaine immense que pour la première fois, l'Empire français a vacillé. Cet empire colonial sur lequel jamais le soleil ne se couchait et sur lequel jamais on n'eût songé qu'il ne se couchât. Alain est né en 1954, la même année que la bataille. Une bataille que cet ancien officier connaît par cœur, par procuration peut-être, d'un père qui a servi en Indochine. Le truc est là. Je pense que c'est probablement... Alors Eliane 4 ou Eliane 2, je ne sais pas. Je crois que c'est Eliane 4. Oui, parce que Eliane 2 est plus sur la droite et il y a le petit monument d'Eliane 2. Eliane, Béatrice, Huguette ou encore Anne-Marie, des prénoms de femmes bien français choisis par l'état-major pour désigner colline et point d'appui. Les jalons d'un champ de bataille gigantesque qui sont utilisés aujourd'hui par les Vietnamiens comme autant de symboles de leur victoire. Et là, on surplombe la piste, on la voit, on voit Anne-Marie au bout, on voit l'enfilade des collines. Bon là, il y a un peu de végétation. Le PC de Castres qui est par là à peu près, la piste, et les positions dans l'ordre, Anne-Marie, Gabrielle, Béatrice, et la suite de toutes les collines fortifiées, les Élianes, les Dominiques. De longues années ont passé. Les monuments ont remplacé les bunkers. Mais il y a la mémoire de ceux qui ont survécu à la bataille, puis au temps. Oui, c'est vrai que nous avons farouchement combattu les uns contre les autres, Français contre Vietnamiens. Mais vous êtes les bienvenus aujourd'hui. La guerre, c'est du passé, nous sommes réconciliés. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Tous ces événements sont très loin de nous désormais.
Il faut honorer les vétérans des deux camps. C'est important, mais en même temps, nous ne sommes plus en guerre. Il est certain que les soldats vietnamiens avaient un esprit de sacrifice, le général lui dit lui-même, encadré d'ailleurs, donc dans une forme monolithique de pensée qui les a amenés tous au même endroit, au même moment, à cette victoire. En même temps, je voudrais quand même atténuer cet unanimisme victorieux en rappelant quand même qu'ils étaient 6 à 8 fois plus nombreux que les soldats français. Ce n'était pas une question d'effectifs. Nous nous battions pour une guerre de libération nationale. Nous n'avions envahi personne, nous. Nous voulions défendre notre pays, c'est tout. Contre les Français qui étaient venus nous coloniser. Tous les membres de la famille Cuong sont nés à Dien Bien Phu. Nguyen, la fille aînée, est institutrice. Le père est un ingénieur à la retraite. Tous sont membres du Parti communiste. Une évidence. C'est bien de commencer sa journée comme cela, de bonne humeur. C'est notre nature à nous, les Vietnamiens. Il est 6h30 ce matin-là, l'heure du feu, la soupe traditionnelle et des informations. Tiens papa, reprends-en un peu. Finis le plat, c'est pour toi. Le Parti communiste vietnamien a été fondé grâce à l'internationale communiste. Il y avait beaucoup de Français dans cette internationale. C'est bien la preuve que nous pouvions partager des valeurs similaires de compassion et surtout d'égalité. À l'époque, on a envoyé des soldats pour se battre. C'était leur rôle. C'était la guerre. J'ai entendu que certains vétérans français de Dien Bien Phu voulaient être enterrés ici. C'est une mauvaise idée. Une âme doit trouver le repos là même où elle est née. 57 jours, 57 nuits. Et ils sont là, par milliers. En glorifiant leur sacrifice, plus de 60 ans plus tard, le régime de Hanoï se raccroche aux icônes des temps héroïques. Tiens, donne-moi mes lunettes. Celles-là, oui. Ils sont tous morts, ces camarades. Enfin, presque tous. Oui, tous partis. Ah si, il y a Monsieur Tan. Je crois que Monsieur Tan est encore en vie, lui. Sinon, tous les autres disparus. Les Français, franchement, ils ne me faisaient pas peur. Je les détestais parce que c'était l'ennemi. J'en ai tué beaucoup, oui. Mais sinon, ce seraient eux qui m'auraient tué. On s'est battus comme des lions. Ça, oui. Plus nous les haïssions, plus se développait notre esprit de combat, plus nous étions totalement prêts à nous sacrifier. Il y a eu tant de vies perdues ici, dans cette bataille de Dien Bien Phu. Je me souviens des premiers Français que j'ai tués. Je me souviens de mes camarades tombés aussi. Je faisais partie de la première vague d'assaut sur la colline A1. Ça a été le combat le plus féroce que j'ai vécu. Dien Bien Phu aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec le petit hameau d'autrefois. La ville a grossi au fil du temps pour devenir la capitale de la province. Les autorités vietnamiennes misent beaucoup sur le tourisme historique pour rafraîchir les mémoires, ramener sur le droit chemin idéologique une population quelque peu grisée par un Vietnam en pleine expansion.
Un groupe scolaire est justement en visite dans le tout nouveau musée de la Révolution. Alain est là, lui aussi, et ne passe pas inaperçu. Mais savez-vous qui le Vietnam combattait? Les Français, bien sûr, les Français comme lui. C'est important pour nous de connaître cet endroit, pour que l'on puisse bien comprendre dans quel état d'esprit étaient les combattants qui ont sauvé le pays. Nous partageons plus d'un siècle d'histoire. Nous sommes les mêmes. Nous appartenons au même pays. Il y a une avenue Pasteur à Hanoï. Des médecins français viennent travailler ici. Nous avons installé votre système ferroviaire. Nous sommes amis. Non, nous sommes plus qu'amis, nous sommes cousins, frères même. Il est vrai qu'après plusieurs générations perdues, la jeunesse a refleuri ici. Les 2 tiers des habitants de la ville sont nés après la guerre. Alain a rendez-vous dans un café prisé de la jeunesse locale avec Yuen, la fille de l'ingénieur, qui, chose rare à Dien Bien Phu, parle l'anglais. Vous savez, c'est dès l'école primaire qu'on nous parle de Dien Bien Phu. Donc la première chose qui nous vient à l'esprit au Vietnam lorsqu'on évoque Dien Bien Phu, c'est la victoire de 1954. Il est vrai que l'histoire occupe une part très importante dans notre vie. Mais selon moi, on ne devrait pas s'arrêter à l'histoire pour définir notre ville. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur Dien Bien Phu. Je comprends, c'est évident, vous êtes des gens normaux qui vivez ici comme des centaines de milliers d'autres habitants de villes du pays. Et vous ne voulez pas être réduits à des habitants d'une ville connue pour cette grande bataille. Ce sont des gens qui croient en leur pays, qui visiblement veulent le développement de la ville dans laquelle ils vivent, voilà, qui veulent que les choses avancent, que les choses progressent. Je les qualifierais plutôt de patriotes. Vous savez, on a entendu cette chanson tellement de fois qu'on la connaît par cœur. Elle nous donne immédiatement l'envie de nous battre pour notre pays. Very motivated, very active. Le temps nouveau viendra, radieux, magnifique. Mais jamais la tristesse ne s'éteindra. La tristesse immémoriale qu'on se passe de génération en génération. Baonin, l'écrivain, le dit lui-même, vainqueurs et vaincus se retrouvent toujours face à l'agonie du souvenir. On a manqué de gens visionnaires, voilà, donc on aurait pu faire autrement. Mais ne me faites pas dire pour autant que ces gens sont morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la France et surtout pour une certaine idée de la France. D'un camp à l'autre, Truong, le vieux fantassin né en 1930, traverse la ville, comme s'il revivait son enfance de soldat. J'ai vu tellement de camarades se faire tuer ici. J'en ai vu tellement tomber, tu n'as pas idée de la dureté des combats. Pas idée. Le hameau de Nong Hai se situe à la périphérie. Le mémorial et la statue de bronze qu'il recèle appartiennent à l'imaginaire collectif vietnamien. Il commémore un massacre imputé aux Français, mais qui n'a jamais eu lieu. Un mythe de la propagande de guerre qui a survécu 6 décennies. Cet endroit est important pour le peuple du Vietnam. Les bombes françaises ont tué 444 civils innocents à 14 heures, le 25 avril 1954. C'est cela qui nous a déterminés à combattre, à mener la bataille finale pour notre liberté.
La vérité, la seule vérité, je vais vous la dire. Les Français et les Vietnamiens, nous sommes tous des victimes innocentes de cette guerre. La bataille de Dien Bien Phu marqua le tournant des guerres de décolonisation, précipitant la fin d'un monde tandis qu'un autre émergeait. Aux Français succédèrent les Américains qui allaient à leur tour connaître la plus grande défaite de leur histoire. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. La crise pétrolière a fait perdre des milliards de dollars de revenus aux pays du Golfe. Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, tous sont obligés de faire des économies et de trouver de nouveaux revenus. Pour la première fois, ils envisagent de mettre en place des impôts. Ils diminuent les subventions et augmentent les taxes au risque de se mettre à dos la population. C'est un reportage aux Émirats Arabes Unis signé Miyuki Drozaramaki et Sylvain Lepetit. Une skyline sortie du désert grâce à l'argent du pétrole. L'or noir a fait des Émirats l'un des pays les plus riches de la planète par habitant. À la bourse de Dubaï, le cours du baril de brut est évidemment l'une des valeurs les plus suivies. Depuis que les prix du pétrole ont chuté, Saïd assiste à un ralentissement de toute l'économie. La plupart des entreprises de la région sont liées aux hydrocarbures. C'est de là que vient l'argent. On espère que le marché va repartir. Tout le monde sait qu'il va remonter, mais on ne sait pas quand. Avec un baril à 40 $ comme aujourd'hui, le manque à gagner pour les finances publiques atteindrait les 60 milliards de dollars par an. Pour remplir les caisses, l'État émirien s'est tourné vers les étrangers. Il a adopté de nouvelles taxes hôtelières, aéroportuaires et sur les loyers des expatriés. Mais pour la première fois, les locaux sont aussi mis à contribution. Les autorités ont mis fin à de nombreuses subventions sur l'essence, l'eau et l'électricité. L'ère des services publics gratuits pour les Émiriens semble révolue. Je suis d'accord de participer plus, si c'est pour économiser de l'argent à mon pays. Mais si je paie plus, je devrais recevoir quelque chose en échange, des services supplémentaires. Avant, ces deux managers d'hôtels de luxe, comme tous leurs concitoyens, ne payaient pas l'eau courante. Depuis quelques mois, ces habitants reçoivent leurs factures et les fonctionnaires voient défiler les mécontents. Les locaux se plaignent de payer pour l'eau? Oui, tout le temps. Vous en voyez tous les jours ici? Vous savez, les locaux ici possèdent des fermes, des arbres, et ils font pousser des fleurs. Ils consomment beaucoup? Oui, ils consomment beaucoup et donc ils paient beaucoup. Une petite révolution. Au siège de la plus ancienne banque d'affaires d'Abu Dhabi, la capitale, les employés suivent heure par heure l'actualité économique de la région. Ce matin, le numéro 3 d'Arabie Saoudite présentait son programme de contrôle des dépenses. Des annonces inédites dans une région du monde construite sur la redistribution des richesses pétrolières. Je pense que les gouvernements sont très soucieux de l'équilibre social, du pacte social qui peut exister entre le gouvernement d'un côté et la population de l'autre, et que toutes ces mesures difficiles, ces mesures d'austérité, on pourrait dire, seront prises de manière très graduelle, et je pense avec un grand souci pédagogique vis-à-vis de la population. Même le secteur pétrolier dont dépend tout le Golfe découvre les coupes budgétaires et les manifestations. Au Koweït, il y a 2 semaines, des employés ont fait grève pendant 3 jours, du jamais vu dans la région. Ils protestaient contre des baisses de salaire et des diminutions de leurs avantages sociaux. Dans les médias, les monarchies pétrolières multiplient les annonces sur la diversification de leurs économies.
Elle rêve de pouvoir vivre sans pétrole d'ici une quinzaine d'années. Un programme irréaliste, selon ce journaliste financier. C'est de l'optimisme. Ils diminuent les dépenses publiques, ce qui va ralentir et faire souffrir leurs économies. Mais ça ne va pas en finir avec la dépendance au pétrole. Ils ont développé des secteurs qui demeurent liés aux hydrocarbures. L'Arabie Saoudite, par exemple, a investi dans la pétrochimie et les minéraux. Mais ces industries souffrent aussi de la chute du marché pétrolier. En attendant que le cours du pétrole remonte, les pays du Golfe n'ont d'autre choix que d'emprunter. Pour la première fois de son histoire, l'émirat d'Abu Dhabi vient de lever 5 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux. Les chiffres annoncés ont l'air d'une saignée. Pékin compte fermer cette année 1000 mines de charbon, supprimant 1,3 million d'emplois dans ce secteur stratégique. Sur fond de lutte contre la pollution, Pékin réduit progressivement sa dépendance au charbon, qui fournit encore 60% de l'énergie du pays. Mais le tout-puissant secteur minier chinois est aujourd'hui frappé par la surproduction. Pékin parle de 500 millions de tonnes de minerais en trop. Le gouvernement veut donc frapper fort dans des villes comme Datong, 3 millions d'habitants, surnommée la capitale du charbon. Les mines sont le principal employeur de la ville et sans elles, l'économie locale s'effondre. Datong, ville symbole d'un nord industriel chinois en crise, illustre le casse-tête des autorités. Comment concilier modernisation de l'économie et lutte contre la pollution tout en évitant une déstabilisation sociale de grande ampleur? Élément de réponse dans ce reportage signé Pierre-Philippe Berson. Arraché aux entrailles de la terre pendant des décennies, le charbon est désormais à l'abandon. Les mines de Datong tournent au ralenti. Certaines, comme celle-ci, ont déjà fermé leurs portes. L'arrêt de l'activité laisse les ouvriers au chômage technique, comme Monsieur Peng, sans travail depuis maintenant 3 mois. Avant l'arrêt de la production, il y avait des tas de charbon un peu partout. Ils étaient tellement hauts qu'on aurait dit des montagnes. Maintenant, il y a moins d'argent. On espère que l'activité va reprendre. Les employés de la mine restent chez eux en attendant des nouvelles. Les perspectives sont mauvaises. En cause, la surproduction. D'après les autorités, le pays compterait 500 millions de tonnes de charbon excédentaire. Résultat, les cours s'effondrent. La famille Wang, comme bien d'autres, en paie les frais. Ici, on est mineur de père en fils depuis des générations. Et leur enfant de 27 ans a perdu son emploi, licencié par une entreprise minière qui a fait faillite. L'industrie du charbon va de plus en plus mal. Les salaires ne sont plus versés. Le mois dernier, on a reçu la paye avec une 12aine de jours de retard. Et pour ce mois-ci, on attend toujours. D'ordinaire, on recevait toujours l'argent le premier du mois. Les gens sont inquiets pour l'avenir. La mine se porte mal, mais le charbon ne peut plus être sauvé. Pékin a annoncé la fermeture d'1 millier de mines à travers tout le pays cette année. Une mesure censée améliorer la qualité de l'air, mais surtout une conséquence du ralentissement économique. La croissance se tasse et les besoins en charbon s'écroulent. Plus d'1 million d'emplois seront supprimés dans les prochains mois. Ce drame social se fait d'ores et déjà sentir dans la boutique de Madame Chen, qui vend des vêtements et des équipements pour mineurs. Aujourd'hui, tous les commerces se portent mal à Datong. Si je devais uniquement vendre des uniformes de mineurs comme celui-ci, j'aurais déjà mis la clé sous la porte. Tout dépend de la mine ici. L'année dernière, les ventes étaient mauvaises et cette année, ça ne va pas du tout. Je ne vends plus un seul produit pour mineurs. Principal employeur de la ville, le groupe minier Tongmei. L'entreprise publique fait vivre un tiers des 3 millions d'habitants de Datong. Tongmei a même construit son propre quartier de 400 000 habitants, baptisé Pengrutsu. L'entreprise fournit les logements, l'hôpital et dispose même de son propre réseau de bus. Mais ce géant du charbon vacille. L'entreprise cumule 229 millions d'euros de pertes. En cas de faillite, le quartier tout entier serait à genoux. Une catastrophe pour Judith Audin, une sociologue française qui réalise une étude sur la ville. Moi je suis particulièrement inquiète parce que c'est une crise économique mais qu'elle va se muer en crise sociale et que ce sera une crise sociale extrêmement grave parce que les groupes miniers ils prenaient en charge l'emploi des personnes mais ils prenaient en charge toute leur vie, l'ensemble de la vie des familles en matière de logement, en matière d'aide sociale, en
matière de services de santé et que si ces groupes ferment, en fait, les gens n'ont plus rien et ils vont être sans avenir et en plus sans ressources. La hantise des autorités, la voici. Des mineurs en colère contre les licenciements massifs. La scène s'est produite le mois dernier, à quelques centaines de kilomètres de Datong. Jusqu'ici, la capitale du charbon garde son calme, mais le contexte social se tend peu à peu et pourrait embraser tout le nord industriel chinois. Une loi de protection des femmes, défendue par les libéraux et très contestée par les religieux conservateurs, est au cœur des débats au Pakistan. L'Assemblée de la province du Pendjab a adopté à l'unanimité une loi de protection des femmes fin février. Pour la première fois, le texte donne une définition élargie de la notion de violence et inclut désormais la violence domestique, les atteintes psychologiques et économiques, le harcèlement ou la cybercriminalité. Mais les critiques se font de plus en plus fortes. Pour certains leaders religieux et politiques, cette nouvelle loi va favoriser les divorces et détruire le système familial traditionnel. Une trentaine de groupes religieux et de partis politiques islamistes ont déclaré cette loi contraire à la charia et inspirée uniquement de valeurs de l'Occident. C'est un reportage de Claire Debuzer et Taha Siddiqui. À Lahore, dans ce centre de protection des femmes, Sadia vient prendre conseil auprès d'une avocate. Elle veut divorcer de son mari violent, mais il l'a menacée plusieurs fois pour récupérer la maison dans laquelle elle vit et dont elle revendique la propriété. Il y a quelques jours, il a même appelé son fils. Selon Sadia, la police a pris fait et cause pour son mari. Le centre est son dernier recours, car désormais l'avocate a peut-être les moyens de l'aider. Vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle loi qui dit que même pendant le mariage, votre mari ne peut pas être violent avec vous. Et s'il l'est, vous pouvez faire appel à la police et il devra partir. Cette loi prévoit tout un système de protection des femmes. Elle n'est pas encore appliquée, mais suscite l'espoir des victimes de violences conjugales comme Sadia. D'ordinaire, dans ce genre d'affaires, la police refuse d'intervenir et laisse la famille régler les différends. J'ai le sentiment que les hommes ont un bien meilleur accès aux autorités et que la police est de mèche avec eux et n'aide pas les femmes. Pour y remédier, Asma Boukari fait tout pour défendre la loi de son parti et que celle-ci soit mise en œuvre. Cette députée court de bureau en bureau, car depuis son adoption, ses opposants sont de plus en plus remontés. C'est une guerre entre deux groupes aux mentalités différentes. L'un mène une politique qui nie la souffrance des femmes et instrumentalise la religion. L'autre dit ça suffit, cela fait 65 ans que les femmes sont opprimées et que personne ne les écoute. En 3 mandats de députée, elle n'avait jamais rencontré une opposition aussi violente. En première ligne de la contestation, les grands chefs religieux du pays. Dans cette émission diffusée sur une grande chaîne privée pakistanaise, la députée perd son sang-froid face au grand moufti de Karachi. La loi ne prévoit pas de peine de prison, mais offre de nouveaux recours aux femmes victimes de violences. C'est déjà trop pour les partis religieux. Ils y voient une intrusion dans la vie privée des ménages. Souvent divisés, les groupes religieux sont cette fois-ci unis derrière une même cause. Le 15 mars dernier, ils ont appelé au retrait du texte qu'ils jugent contraire à l'islam. Ils se sont retrouvés au quartier général de Jamaat-e-Islami, le principal parti islamiste du pays. Selon l'un de ses responsables, cette loi met en danger le système familial pakistanais. Cette loi est basée sur l'égalité entre les sexes. L'islam parle de l'égalité entre les sexes, mais il ne peut pas y avoir d'égalité entre les sexes dans le foyer. Le Coran dit que l'homme est un cran au-dessus de la femme à la maison. Il est le gardien de la maison. C'est lui qui doit prendre soin de la famille, donner un toit à sa femme. Au Pakistan, aucun parti politique n'ose se mettre à dos les religieux. Les autorités ont accepté de former un comité de révision de la loi avec des représentants des formations islamistes.
De quoi inquiéter les associations de femmes. Elles organisent ce jour-là un séminaire pour défendre la loi. Tous les jours, au moins 8 femmes sont violées dans le Pendjab et 2 à 3 sont tuées. Il y a beaucoup d'incidents comme cela, donc nous avons besoin de lois spécifiques pour combattre cette violence. D'autres provinces du pays ont déjà adopté des textes contre les violences à l'égard des femmes, sans que cela suscite autant d'opposition. Alors dans le Pendjab, les activistes appellent les autorités à ne pas céder aux pressions. Je voudrais dire au gouvernement d'arrêter cette politique d'apaisement, d'arrêter de battre en retraite, mais en laissant les partis religieux dicter ce qu'il faut faire, sans même réfléchir à ce qu'ils disent. Le gouvernement leur donne un pouvoir sans précédent. Personne ne sait combien de temps va durer ce comité de révision. Mais déjà dans le sud du Pendjab, un premier centre de protection des femmes est en construction et devrait ouvrir ses portes le mois prochain. Alors restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. En Afrique du Sud, la répartition des terres agricoles est encore basée sur une législation datant de 1913. Cette loi, appelée Natives Land Act, n'accordait à la majorité noire que 7% des terres sud-africaines. 2 décennies après la fin du régime d'apartheid, la majorité des terres agricoles fertiles reste la propriété d'une minorité blanche. À 4 mois des élections locales, le président Zuma prend l'offensive sur cette question et annonce de nouvelles lois pour accélérer la redistribution des terres à la majorité noire. C'est un reportage de Caroline Dumais et Stéphane Karstens. ukuthi umhlaba wona uzogcina wazi ukuthi yini okuyiyona eyenzakala eSouth Africa ezweni elidemocratic bese ukuthi uma sebefile isizukulwane sisale futhi naso singazi lutho ukuthi kwenzakalani. Nous sommes sur les terres ancestrales de la communauté des Mambuka. Son chef tribal raconte que son père pêchait jadis dans ces eaux. Richards Bay, à 200 km au nord de Durban, est désormais l'un des ports les plus importants du pays. Dépossédée par les Anglais dans les années 30, la communauté zoulou avait été expulsée par le gouvernement de l'apartheid en 1976. Elle réclame aujourd'hui un territoire de 5000 hectares, qui englobe une agglomération industrielle de plus de 300 000 habitants. Même les terres où sont enterrés leurs ancêtres ne leur appartiennent plus. Ça fait presque 20 ans que la plainte a été déposée à la commission des terres de Pretoria. Le chef des Mambuka continue la pression. Je ne suis pas content, mais je ne peux pas inverser le développement que vous pouvez voir à Richards Bay. Mais tout ça, c'est superficiel. La terre sur laquelle ils ont construit tout ça, elle appartient à mon clan, à la famille d'Emtian. Nous l'avons prouvé, c'est un fait connu. Des discussions ont été engagées avec la municipalité. Les 1800 Zoulous du clan des Mambuka veulent rentrer chez eux. Ils espèrent que la nouvelle loi sur l'expropriation accélérera les choses. Mais l'avocat de la communauté sait qu'il ne peut négocier qu'une compensation financière. La restitution des terres dans cette zone urbaine est limitée, même s'il a prouvé que la communauté est dans son droit. Vous voyez cette partie jaunâtre, c'est la zone qu'ils occupaient à l'origine. Et puis on a commencé à les regrouper ici, avant de séparer les blancs des noirs. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un retour sur investissement pour faire en sorte que plusieurs générations de la communauté continuent d'en tirer bénéfice. Exactement comme si cette terre ne leur avait jamais été retirée et qu'ils l'aient développée, ou qu'ils l'aient vendue par morceaux. Il leur faut le même type de revenu que s'ils l'avaient fait comme n'importe quel propriétaire terrien. Mais calculer la valeur des terres expropriées sous l'apartheid est un véritable casse-tête. Loin du pays zoulou, au Parlement du Cap, les députés planchent encore sur la loi d'expropriation qui sera ratifiée au mois de mai. Le texte est sous le feu de nombreuses critiques. L'opposition voudrait plus de détails sur ces critères de compensation qui lui paraissent arbitraires. Ce n'est pas seulement la valeur du marché qui doit être prise en compte pour déterminer une compensation juste et équitable. Ça peut être plus ou ça peut être moins. En 1994, l'ANC de Nelson Mandela avait promis de redistribuer 30% des terres aux communautés destituées.
Moins de 10% à ce jour ont été finalisés. On a fonctionné pendant 20 ans avec un système de transaction de gré à gré, mais cette expérience n'a pas marché chez nous. Alors maintenant, on dit que l'État doit prendre l'initiative et doit être un tout petit peu plus agressif. Reste à savoir ce que ces terres deviendront quand elles seront redistribuées. L'Association des fermiers africains soutient la nouvelle loi. Mais ses membres soulignent que les terres qui ont été restituées ne sont pas toujours toutes bien exploitées. Moussi a acheté ici en 2012 plus de 100 hectares de canne à sucre. Il travaillait dans l'industrie des engrais avant de s'engager sur cette voie. Il fait partie des rares agriculteurs de la région à posséder une formation. J'ai des agriculteurs que je parraine. En fait, juste derrière, de l'autre côté de la vallée. J'en ai formé parce qu'on a besoin d'avoir des gens compétents et qui transmettent aux autres leur savoir. Moussi n'a obtenu aucune subvention du gouvernement. C'est son professionnalisme qui a inspiré confiance aux banques. Mais sa route est encore longue. Cet agriculteur espère que la nouvelle loi s'accompagnera de plus d'aide ou de formation. On essaye de rectifier les inégalités, mais on en crée d'autres en plaçant des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça que j'insiste. On a besoin de trouver les bonnes personnes. Et puis il y a la gestion, le business. Il faut qu'on prenne l'agriculture comme de l'économie, pas comme de la politique. La terre, c'est peut-être politique, mais l'agriculture, c'est du business. Moussi n'a pas récolté l'an dernier la moitié de ce qu'il espérait. Et si la sécheresse continue, l'année 2016 sera bien difficile. Même si la redistribution des terres s'accélère, l'Eldorado vert est encore pour beaucoup un mirage. Et Djibouti, ce petit bout de terre de moins d'1 million d'habitants, est devenu un point de passage stratégique pour les migrants ces dernières années. La pauvreté pousse les Éthiopiens, les Érythréens ou encore les Soudanais à rejoindre le pays pour traverser la mer Rouge afin de trouver du travail, principalement en Arabie Saoudite. Ces migrants choisissent de passer par Djibouti car les côtes du Yémen sont à 20 km de l'autre côté de la mer Rouge. Mais le conflit qui fait rage depuis plus d'1 an au Yémen est devenu un nouvel obstacle vers l'Eldorado saoudien. Les migrants se retrouvent entre deux feux et sont souvent arrêtés par les forces de sécurité yéménites. En parallèle, les Yéménites font le chemin inverse pour se réfugier dans des camps à Djibouti. C'est un reportage de Thijs Broek et Duncan Woodside à Obok, une petite ville de pêcheurs devenue un centre de gravité intercontinentale pour les migrants et les réfugiés. Obok, à première vue, un simple village de pêcheurs. Mais c'est aussi ici qu'ont trouvé refuge quelques 2000 Yéménites. Parmi eux, Ali. En août dernier, il a fui la ville d'Aden située juste de l'autre côté de la mer Rouge. Les bombardements saoudiens sur la ville étaient alors quotidiens. Nous avons fui le Yémen pour échapper à la guerre. Nous avons échappé à la mort. La guerre n'a épargné personne. Femmes, enfants, toutes les familles ont dû fuir. Mais même s'il a échappé à la guerre, la vie dans ce camp de l'ONU est vraiment difficile. Il y a des tempêtes de sable, des vents violents, et pendant l'été, les températures peuvent grimper jusqu'à 50 degrés à l'ombre. Ces conditions climatiques rendent les choses difficiles. Il est quasiment impossible de trouver de quoi vivre. Mais, pour lui, un retour au Yémen est hors de question. Malgré un récent cessez-le-feu, la situation sur place reste très instable. Et pas seulement pour les Yéménites. Obok est aussi un lieu de transit en sens inverse. Des migrants africains veulent traverser le Yémen pour trouver du travail en Arabie Saoudite. Mais bien souvent, ils se retrouvent coincés dans ce pays en guerre. L'Organisation internationale des migrations, l'OIM, a mis en place un camp de transit pour les migrants qui font demi-tour. Saïd est dans ce cas.
Le calvaire de cet Éthiopien a commencé lorsqu'il a été arrêté par l'armée yéménite, en compagnie d'une demi-douzaine d'autres migrants. Ils nous ont demandé de nous rassembler dans un champ. Mais un de mes amis, Abou Salah, s'est fait tirer dessus. Les militaires ont ouvert le feu et ont tiré dans le tas. L'os de mon ami a éclaté. Saïd est resté en prison pendant plus de 3 mois, mais, grâce à l'intervention de l'OIM, il est finalement sur le point de rentrer chez lui. Présent. Cette nuit-là, ils sont 87 à rentrer volontairement chez eux, en Éthiopie. Désormais, je ferai mieux d'utiliser l'énergie que Dieu m'a offerte pour aider mes frères à la maison. Je ne repartirai plus. Je conseillerais aux Éthiopiens de ne pas essayer de faire ce voyage, parce que j'ai pu voir la souffrance de mes propres yeux. Pourtant, les candidats éthiopiens à ce voyage éreintant et risqué sont toujours aussi nombreux. Un mois de marche, parfois plus, à travers ces montagnes quasi désertiques. Il faut suivre prudemment les routes principales, tout en évitant les contrôles policiers. Ce groupe vient d'arriver à Obok. Objectif, rejoindre le Yémen pour trouver du travail en Arabie Saoudite. Fetoum est persuadé qu'ils vont réussir. Il a déjà fait le voyage par le passé. Je pouvais travailler tous les jours. Je gardais les chèvres en tant que journalier et je cultivais les champs. Les femmes trouvent du travail dans les maisons. L'objectif, c'est d'améliorer nos vies un peu et ensuite de rentrer chez nous. Malgré les risques, Fetoum et ses amis n'ont pas l'air inquiets. Ils attendent, en espérant qu'un passeur les fasse traverser, de nuit, jusqu'aux côtes du Yémen. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Dans le sud-ouest de la France, le fleuve Charente abrite des trésors de la nature. Au fil de ses méandres, des passionnés défendent son riche écosystème. Pêcheurs, scientifiques et ornithologues étudient la faune aquatique ou terrestre de cette rivière paisible. On y rencontre le silure, le plus gros poisson d'Europe, la lamproie, un animal préhistorique, et des oiseaux migrateurs qui profitent des marais proches de l'embouchure. Cet écosystème dépend d'un fragile équilibre. Ce soir, dans Code 24, nous vous le faisons découvrir. À cette saison, c'est hyper agréable. L'ambiance du lever du soleil, la vie qui se réveille également. C'est le plus petit des grands fleuves de France. Mais tout au long de ses méandres, la Charente dissimule une vie foisonnante. Oiseaux migrateurs, poissons géants et même des animaux préhistoriques. Je pêche uniquement pour le plaisir. Le but, c'est de s'amuser et faire une belle photo et remettre le poisson à l'eau. Voilà. Ce matin, ces 3 amis pêcheurs partent à la recherche du plus grand carnassier d'eau douce, le silure. Pour l'appâter, un clonque. Cet outil produit un bruit qui attire le mastodonte. Le silure, j'appelle ça une bête à chagrin, parce que des fois, le silure, on peut en voir peut-être 40, 50, mais c'est pas pour autant qu'on les attrape. Le repère du silure se trouve à une centaine de kilomètres de l'océan. Ici, les eaux sont calmes et profondes, et les berges, encore sauvages. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des petits défauts, et tous ces petits défauts-là font en fait qu'il y ait de la vie autour de ce fleuve. Et donc on essaye d'enlever les arbres qui peuvent provoquer des dangers, mais de conserver ceux qui peuvent avoir une utilité vis-à-vis de la faune aquatique. C'est pour lutter contre le poisson-chat que le silure a été introduit en France. 40 ans plus tard, il est devenu le plus grand prédateur en eau douce. Ça commence à tirer là, ça commence par rapport à... Après des heures de patience, premier trophée. En France, ce géant peut mesurer plus de 2 mètres et peser une centaine de kilos. Il n'est pas si vilain le bougre, hein? Non. Et voilà. Aujourd'hui, il est plutôt modeste.
il ne mesure qu'1,30 m. Super Julien, bien joué. Ce silure n'a pas encore atteint sa taille adulte. Il pourra vivre jusqu'à 80 ans. Quelques kilomètres en amont, un animal préhistorique a élu domicile dans le fleuve. Ce n'est ni un poisson ni un reptile, c'est la lamproie. Chaque année au printemps, les gardiens du fleuve viennent l'étudier dans son habitat. Elles sont vraiment en train de construire le nid. On les voit bien déplacer les cailloux là en fait. Ouais. Donc en fait avec la queue elle frotte le fond du nid. Et là elle transporte des cailloux et elle est énorme le caillou. C'est des gros blocs. Hein. Les lamproies naissent et vivent dans le fleuve pendant 7 ans. À l'âge adulte, elles mesurent jusqu'à 1 mètre. Et après en fait elles vont en mer où là elles ont une vie parasitaire. C'est-à-dire elles se ventousent sur des poissons. Ça dure à peu près 1 an et demi, 2 ans et demi. Après elles remontent des rivières pour se reproduire. Elles meurent après la reproduction et le cycle continue. Voilà. D'année en année, les lamproies sont plus nombreuses, ce qui rassure les scientifiques. C'est de l'eau de bonne qualité. Ça veut dire tout simplement que ces espèces qui remontent depuis l'océan ont pu venir coloniser jusqu'ici. Donc oui, c'est bon signe d'avoir ces espèces comme ici sur la Charente. C'est sympa parce que c'est un drôle d'animal en fait. Ça a un petit peu une sale tête en gros, un petit peu primitif. J'imagine que les gens aussi qui sont au bord de la rivière s'attendent pas forcément à avoir ce type d'animal en rivière qui est entre le poisson, l'anguille. En aval du fleuve, quand la Charente rencontre l'Atlantique, le paysage se métamorphose. De vastes marais forment la réserve naturelle de Mouez-Oléron, une précieuse escale pour les oiseaux migrateurs. On va également avoir le souci de faire gonfler les poches avec le vent parce que ça rend le piège plus transparent. L'âme de la réserve s'appelle Philippe Delaporte. Rouge-gorge, fauvette, rousserolle, chaque année avec son équipe, il étudie plus de 13 000 oiseaux avant leur grand voyage. Il faut être ferme tout en étant doux. Donc il faut que l'oiseau se sente bloqué, mais sans qu'il n'y ait jamais de pression. Bon, on a le droit de leur piquer une mûre de temps en temps. Je me prive pas. La mûre, c'est quelque chose vraiment de très très important pour les oiseaux migrateurs à cette période de l'année. Certaines espèces vont jusqu'à doubler leur poids pour effectuer un trajet migratoire. Donc il faut se battre pour conserver des petites friches un petit peu partout pour la nature. Une campagne sans oiseaux, sans nature, sans animaux sauvages, ça sera vraiment... Moi j'aime bien rêver avec le vivant. Après chaque tournée, il faut faire vite pour relâcher au plus tôt les oiseaux. L'équipe les observe et les bague afin de pouvoir les suivre dans leur périple migratoire. Alors nous on a le sentiment en tant que bagueur mais qu'il y a une baisse du volume de migrateurs en transit depuis 2001 et on voit que les journées ne sont plus aussi densément peuplées en termes de capture. L'écosystème charentais est fragile. Il est le fruit d'un subtil équilibre. L'avenir du fleuve dépend de ses gardiens. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.